Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale. Je ne serai pas dans la lecture de texte. Je vais répondre à une demande qui m'a été faite par des personnes qui suivent ma chaîne et qui avaient remarqué que sur certaines des vidéos, il y avait des livres derrière moi, une bibliothèque, et qui avait jumelé ça avec le fait que je suis guide en Scandinavie et qui m'avait demandé si je pourrais éventuellement faire un petit tour de mes livres nordiques, des livres nordiques qu'il y a dans ma bibliothèque, et vous en parler un peu. Alors bon, voilà, je les ai sortis, j'en ai pris, je les ai pas tous pris, j'ai pris ceux qui me tiennent le plus à cœur en fait, et puis alors c'est tout à fait non exhaustif, hein. La littérature scandinave, elle est très vaste et je n'en connais qu'une toute petite partie. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais les prendre un petit peu au hasard et puis vous parler de chacun d'entre eux. Ce sera, je pense, plus simple que de procéder par thématique ou autre. Alors, le premier livre que je vais prendre, c'est celui-ci. C'est le Kalevala. Alors le Kalevala, c'est un immense poème qui fait 23 000 vers. Vous voyez, donc là, l'édition française. C'est édité chez Honoré Champion pour la France, en un seul volume pour ça, donc c'est très bien. Et en fait, le Kalevala, c'est l'épopée finnoise. C'est un livre qui est magnifique. Donc un immense poème avec une forme littéraire assez unique. Par exemple, le fait que chaque phrase est répétée. Donc la même chose est redite, mais avec d'autres mots. Et on a cette rythmique comme ça, on vous dit une chose, on vous la redit, on vous dit une chose, on vous la redit, en l'exprimant de façon différente. Et ça crée une espèce de rythme. Et il est question dans cet immense recueil de la quête du Sampo. Le Sampo, c'est un objet mystérieux, un objet magique, qui est plus ou moins décrit comme une sorte de moulin à sel, mais qui peut aussi moudre de l'or, qui apporte le bonheur, qui apporte la lumière. Alors la lumière, dans un pays comme la Finlande, ça compte, parce qu'une très grande partie du pays vit dans l'obscurité totale pendant l'hiver, et même pour les autres régions, si ce n'est pas l'obscurité totale, c'est quand même une obscurité assez importante. Donc le combat clarté-obscurité, c'est quelque chose qui symboliquement a beaucoup de présence dans les pays du Nord, on le retrouve beaucoup. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce témoignage-là, c'est que ça nous montre une Finlande qui a été complètement souterraine et muette pendant des siècles, et qui a, à travers la domination de puissances étrangères, développé un folklore très personnel qu'elle a fait perdurer de siècle en siècle. On va retrouver la même chose chez les Estoniens. Et les Estoniens sont un peuple finno-ougrien du point de vue de la langue, comme le sont les Finlandais. Et de ce point de vue-là, leur histoire est assez juste. Il y a beaucoup dans le vieux paganisme finlandais comme dans le vieux paganisme estonien, il y a beaucoup de cultes liés à la nature, aux arbres, aux plantes, à l'eau, au vent, aux éléments naturels. Ce sont des peuples de paysans, pour ce qui est des Estoniens, beaucoup de forestiers. Il y a énormément de forêts en Finlande, de gens qui vivent au bord de l'eau. C'est le pays des 10 000 lacs, et c'est un pays très inaccessible. C'est-à-dire qu'on va voir pendant des siècles des grandes villes, Turku, Helsinki, Oulu, des villes importantes, et puis autour des immenses étendues de territoires assez difficilement accessibles, à l'intérieur desquelles vivent des petites communautés qui développent leurs légendes, leurs contes, leurs récits initiatiques, et tout ça sous la domination de puissances étrangères qui vont se succéder au fil des siècles. Et tout ce substrat personnel va demeurer au-delà des dominations. Alors, ce sont les Suédois qui tout d'abord occupent la Finlande. Ils vont arriver là aux alentours de l'an 1000, vous voyez, et de l'an 1000 au 19e siècle, à 1811, ils vont dominer, ils vont être propriétaires, en gros, de la Finlande. La Finlande est une partie de la Suède pendant toute cette époque-là. La langue officielle de la Finlande, c'est le suédois.
Et en 1811, les Russes vont avoir besoin d'un bouclier sur l'Europe et vont faire une annexion de la Finlande et vont en faire un grand-duché de Finlande. Et donc cette fois, ben voilà, ce ne sera plus les Suédois, mais ce sera les Russes qui auront la main mise sur ce pays. Alors, le Kalevala, comment il nous est parvenu? Il aurait très facilement pu ne jamais nous parvenir. Il a été écrit en 1849, le Kalevala. Donc 1849, on est sous domination russe et un homme nommé Elias Lönnrot, qui est médecin, souhaite ne pas laisser mourir ces vieilles traditions qu'il a constatées, principalement en Carélie d'ailleurs. La Carélie, c'est un peu le grenier de la Finlande. C'est un endroit c'est une terre qui est riche. C'est aussi pour ça que ça posera des problèmes par la suite quand Staline l'annexera à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et encore aujourd'hui, le statut des Caréliens, c'est quelque chose de particulier. Mais bref, dans cette Carélie qui est très très forte de tradition populaire, Lönnrot, il entend beaucoup de récits. Et pendant 13 ans, il va parcourir ces régions de la Finlande, dans les petits villages, à l'écoute des paysans et de leurs récits. Et il va tout enregistrer, noter, écrire. Il en tirera cet ensemble pour lequel il a créé une cohérence et un récit à partir de ce collectage d'une oralité qui s'est développée sur plusieurs siècles. Donc les Finlandais tiennent beaucoup à ce texte, c'est vraiment le fondement de leur histoire culturelle et moi donc je vous le conseille vivement, c'est une très très belle lecture. C'est un roman mythologique, un roman en vers, et c'est une forme d'odyssée, c'est superbe. Donc le Kalevala d'Elias Lönnrot. Alors après, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Je vais rester un petit peu dans la même thématique. Vous voyez, on était entre 1834-1847 pour le collectage des récits finlandais. Et c'est un petit peu la même chose du côté norvégien. Le 19e siècle, pour les pays scandinaves, c'est vraiment un siècle très très riche du point de vue de la littérature, du théâtre. Auparavant, et notamment surtout en Norvège, la Norvège est complètement dominée par le Danemark. La langue norvégienne d'ailleurs n'existe plus, elle va être recréée en 1905. Vous voyez, le norvégien qu'on parle aujourd'hui, il y a 2 langues norvégiennes, enfin 3 avec le sami, mais c'est des langues qui datent de 1905. Auparavant, la langue norvégienne, elle a disparu au Moyen-Âge. En 1349, la peste noire s'abat sur toute l'Europe, s'abat sur la Norvège, et elle décime littéralement la Norvège. Et à partir de ce moment-là, le roi qui vit à Copenhague, marié à la reine de Danemark, va régner depuis le Danemark et en fait va oublier la Norvège. La Norvège va devenir une sorte de province pauvre du Danemark, elle va lui être annexée et elle va complètement disparaître sous sa domination économique, politique et culturelle. Et la culture du Danemark, c'est une culture venue d'Allemagne, qui est donc une espèce de ressucé de la culture européenne ramenée dans un contexte de petite bourgeoisie, de noblesse pas très très importante comparée aux grandes cours d'Europe. Et alors quand on le décline encore plus du côté de la Norvège, c'est encore plus quelque chose de dilué. Mais il y en aura quand même de grands éléments qu'on va retrouver, notamment dans l'art décoratif, ce qu'on appelle le rosamaling, les peintures à feuilles de rose qui vont énormément se développer en Norvège. Et la Norvège, donc, à partir du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, enfin jusque même au XXe siècle, 1905, elle est complètement sous dépendance étrangère, elle aussi. Elle est dépendante du Danemark jusqu'en 1814, et puis ensuite elle tombe sous la dépendance de la Suède. Alors je ne vous explique pas la façon dont ça s'est fait, ce serait l'objet d'une autre vidéo, mais en fait, elle passe d'une domination à l'autre avec quelques légères différences, notamment une constitution sur laquelle elle va s'appuyer pour avoir son indépendance. Et ça réveille un sentiment nationaliste. Allez, 1814, c'est la fin des campagnes napoléoniennes, c'est le grand mouvement des peuples libres
en Europe, et la Norvège n'échappe pas à ça. On est aussi dans une période où il y a une bourgeoisie maritime qui a un peu fait fortune, donc qui envoie ses enfants étudier en Europe. Et ces enfants en Europe, ils découvrent la Révolution française, ils découvrent le concept de liberté, le concept d'indépendance, d'autonomie nationale. Et ils vont revenir en Norvège avec justement le concept qu'on appellera le national-romantisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va commencer à chercher une identité propre. Un pays qui n'en a plus depuis 400 ans. Et là, c'est pour ça que je faisais ce parallèle avec Lönnrot, c'est que la culture finlandaise, le socle culturel, l'identité culturelle finlandaise, Lönnrot est allé la chercher dans les villages et les forêts qui n'avaient pas été touchés par la domination extérieure. Eh bien, c'est la même chose en Norvège. Là, c'est deux jeunes gens, Asbjørnsen et Mø, qui vont partir sur les routes de Norvège, principalement dans la région du Gudbrandsdalen, qui est au centre de la Norvège, et qui vont collecter des récits. Parce que tous ces récits que l'on parlait dans les patois des différents villages, ils mettaient en scène des personnages comme le troll, qui est un personnage qui a traversé les siècles. Alors lui aussi, on pourrait en parler pendant des heures du troll, parce que si on prend le personnage du troll de sa naissance dans la mythologie nordique, à l'époque pré-viking, jusqu'à aujourd'hui, il traverse l'histoire et se métamorphose au fil des métamorphoses de l'histoire. Donc ça, c'est un sujet passionnant, le troll. Et ils ne s'y trompent pas, ces auteurs, ces intellectuels, ces artistes qui recherchent une identité à leur pays. Asbjørnsen et Mø vont donc écumer les routes de Norvège, les petits villages, pour aller collecter ces récits, et il va en sortir en 1841 un énorme recueil de contes qui aura un succès phénoménal dans toute la Scandinavie. Alors en France, vous allez pouvoir trouver un extrait de cette grande quantité de contes sous cette forme-là, un livre en 2 volumes qui s'appelle Contes de Norvège, qui est traduit par Geneviève Brisac. Non, pardon, je confonds. C'est Geneviève Patrix, j'aime beaucoup Geneviève Brisac, mais là c'est Johan Margaret Patrix, qui est la mère d'Abby Patrix, un grand conteur. Et donc c'est disons la meilleure traduction qu'on ait des contes populaires norvégiens, c'est aux éditions Esprit Ouvert, et il y a 2 tomes, je vous les conseille. Dans cette même période du grand renouveau de l'identité culturelle norvégienne, on va avoir un autre auteur très très important, c'est évidemment Ibsen, Henrik Ibsen, qui en 1866, donc vous voyez, Asbjørnsen et Mø, c'est 1841, on va publier les contes populaires, en même temps qu'il y a toute une démarche vers l'indépendance de l'élite intellectuelle du pays, et Peer Gynt, c'est un récit, c'est une pièce de théâtre, écrite par un dramaturge qui va faire jouer cette pièce sur toutes les scènes de l'Europe et qui met en scène le personnage du troll. C'est la première fois que le troll va apparaître dans d'autres pays que la Norvège et va accéder au monde européen et même au monde américain. Le succès sera énorme pour Peer Gynt. Et c'était bien le propos d'Ibsen de mettre en scène le folklore norvégien ainsi que le caractère norvégien. Parce que ce personnage de Peer Gynt, c'est un personnage très ambivalent. C'est quelqu'un qui est plein d'aspirations et c'est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose. Il y a quelque chose du Tartarin de Tarascon. C'est quelqu'un de très vantard, ce Peer Gynt. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va devoir apprendre en se coltant à la réalité de la vie et petit à petit découvrir les valeurs fondatrices d'une identité solide. Et c'est bien évidemment une allégorie du passage de la Norvège de l'enfance dépendante à l'âge adulte et indépendance qui arrivera en 1905. Donc Ibsen, il est très important dans la culture scandinave et dans la culture en général. Moi, je vous conseille la Pléiade d'Ibsen. Vous avez toutes ces grandes pièces. La maison de poupée qui a été quelque chose d'extrêmement important
Vous savez, on a l'habitude de dire que les pays scandinaves, et c'est vrai, aujourd'hui, sont à la pointe des pays sur la question de la parité sexuelle, la parité dans le travail, la parité dans les droits, la parité salariale homme-femme par exemple, elle existe en Finlande depuis, je crois, le 1er janvier, en Islande, pardon, depuis le 1er janvier 2018. Dans les autres pays scandinaves, l'écart entre les salaires hommes-femmes est beaucoup moins important. Vous avez dans tous ces pays très souvent des chefs d'État ou des postes de très haut niveau qui sont occupés par des femmes. Actuellement, vous avez tous et toutes entendu parler évidemment de la première ministre finlandaise qui est très jeune. La place des femmes dans la société scandinave est une place profondément égalitaire avec celle des hommes. Les congés parentaux sont importants, les congés parentaux pour les pères également. Bref, ça aussi on pourrait en parler assez longtemps, mais c'est un combat qui remonte à très loin, et qui remonte à Ibsen. La maison de poupée, c'est un début de manifeste féministe. La pièce a fait scandale quand elle est sortie à la fin du 19e siècle. C'est une femme qui prend conscience de son asservissement à un homme riche et imbécile, et qui prend la décision de s'en aller. Alors elle prend la décision de quitter l'homme dont elle dépend et de quitter ses enfants. Donc quelque chose d'absolument inconcevable dans cette société du 19e. Voilà, donc Ibsen, c'est quelqu'un de très important dans la culture scandinave, et c'est des pièces qui sont magnifiques. Voilà. Je vais revenir aussi un petit peu sur le troll. Voilà, il y a une thèse de doctorat, et oui, on fait des thèses de doctorat sur le troll, qui a été écrite par Virginie Amelien, et ça s'appelle « Le troll et autres créatures surnaturelles ». Voilà. Alors ça, c'est une étude du personnage du troll dans la culture nordique. Très intéressant. Il y a aussi, c'est paru assez récemment, et là, parce que le troll, c'est quand même un personnage qui est assez visuel, donc c'est bien aussi que je vous en parle peut-être du point de vue de l'image. Il y a ce joli livre qui a été écrit par Pierre Dubois, et donc le royaume du Nord et des trolls. Et l'avantage de ce livre, c'est qu'il fait vraiment une large part aux grands illustrateurs du 19e. Là, c'est Theodor Kittelsen. Oui. On va aussi trouver, ça aussi c'est Kittelsen, c'est absolument magnifique. Voilà, Bredenberg. On va trouver aussi, voilà, ça c'est Jon Bauer. Jon Bauer, c'est magnifique. Donc, si vous pouvez jeter un œil, soit aller voir en bibliothèque, soit aller les acheter pour des cadeaux de Noël, par exemple, ça peut être une chouette idée. Et puis, à travers toutes ces illustrations, Pierre, il vous raconte un petit peu qui sont les trolls, qui sont les elfes, qui sont ces personnages, les huldres, tous ces personnages du monde folklorique scandinave. Donc un chouette livre également sur ce personnage du troll. Alors maintenant, on va faire un petit peu une transition avec la Suède et une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, elle a eu le prix Nobel de littérature. Elle a été la première femme au monde à avoir un prix Nobel. Et elle l'a eu en 1909. Elle avait écrit en 1906 le livre pour lequel elle est le plus célèbre, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Et je vous le présente dans la collection de poche pour une raison précise. C'est que c'est la seule version, à ma connaissance. Il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissent des versions entières autres que le livre de poche. Moi, je n'en connais pas en français. C'est la seule version intégrale. La plupart du temps, vous pourrez demander à vos libraires ou aux bouquinistes, quand vous trouvez une jolie édition, est-ce que c'est une édition intégrale? On vous répondra oui, bien sûr, mais en réalité, non. C'est une édition qui est toujours tronquée. La seule qui soit vraiment complète, c'est celle-ci, c'est celle du livre de poche. Et pourquoi elle a été tronquée? En fait, on a pris l'habitude de le tronquer. Il a été écrit en 1906, donc, ce livre. Il a été tronqué lors des traductions, parce que ce qu'on ne sait pas toujours,
c'est que Nils Holgersson, donc c'est un récit initiatique pour les enfants, mais qui peut aussi intéresser les grands, évidemment. C'est un gamin qui a énormément de défauts, qui est égoïste, qui est méchant, qui est cruel, qui vit dans une petite ferme et qui martyrise les animaux, et qui va être très arrogant envers un tomte. Les tomtes, c'est un personnage du folklore suédois. C'est une espèce de petit lutin qui mesure à peu près 50 cm, oui, peut-être même un peu moins, ça peut être 20-30 cm, hein, et qui en fait est un petit peu l'esprit du foyer, de la ferme. Donc c'est l'être surnaturel qui veille sur votre propriété agricole. Donc si vous vous tenez bien, si vous faites bien vos moissons, si vous êtes sérieux, si vous êtes raisonnable, si vous êtes équitable, si vous êtes juste avec vos animaux, eh bien les tomtes vont vous aider, vont vous faire prospérer, et puis si vous ne l'êtes pas, ce sera l'inverse. Et le Nils Holgersson, un jour que ses parents sont partis à la messe, il est tout seul à la maison, et il emmerde un tomte, et le tomte, il attrape un tomte dans un filet. Et il le met dans un coffre. Attends, écoute, libère-moi, ça suffit, arrête de faire des bêtises, maintenant ça va. Une fois, deux fois, trois fois, et le gamin étant assis dessus comme ça, je t'ai eu, ouais, je suis le plus fort, le tomte décide de lui donner une bonne leçon, et pom, il le réduit à la taille congrue d'un tomte, environ 20 cm. Et là, le gamin se retrouve dans une situation extrêmement délicate, puisque tous les animaux de la ferme à qui il faisait la misère, maintenant, peuvent se retourner. Imaginez, vous faites 20 cm, vous avez un chat face à vous, comment vous faites? Vous avez un jar, une oie, un cochon, etc. Et tous les animaux se retournent vers lui. Donc là, il est obligé de fuir, il va sauter sur le dos d'un jeune jar, donc un oie mâle qui suit les oies sauvages qui partent vers la Laponie, hein, pour la grande migration annuelle, et il va partir comme ça dans un très long voyage à vol d'oiseau jusqu'en Laponie. Donc en partant du sud de la Suède jusqu'à l'extrême nord de la Laponie, cette migration elle existe, elle a lieu chaque année, hein, et à travers cette migration, ce moment qu'il va passer là, dans le ciel, eh bien, il va vivre une expérience initiatique qui va le mettre à l'épreuve et qui va lui faire sortir de lui les qualités humaines qui jusque-là étaient cachées, enfouies, et il terminera l'histoire complètement transformée. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours la version intégrale, c'est qu'à la base, c'est une commande du ministère de l'Éducation suédois qui a commandé à Selma Lagerlöf un livre de géographie. C'est un manuel de géographie pour les classes des écoles suédoises, des écoles primaires suédoises. Je trouve ça magnifique. Je crois que c'est le plus beau livre de géographie qu'on ait jamais écrit. Et donc, forcément, dans ce voyage de Nils et dans cette quête initiatique, il passe à vol d'oiseau au-dessus de tous ces paysages de Suède. Et Selma Lagerlöf les décrit. Elle les décrit tous minutieusement, puisque c'est aussi l'enjeu de ce livre. Voilà, donc moi je vous conseille évidemment sa lecture, et je vous conseille aussi la lecture d'un très joli petit recueil de contes qu'elle a écrit donc, cette fois en 1924, qui s'appelle « Des trolls et des hommes » et qui est paru chez Actes Sud. Le seul défaut, je trouve, de cette édition d'Actes Sud, alors c'est un ensemble de contes, hein, j'aurai l'occasion probablement dans les lectures sur quelque chose à vous lire, de vous en lire un notamment que je trouve vraiment très, très chouette. Voilà, donc c'est un joli livre, hein, ce livre qui est sorti chez Actes Sud. Il y a quand même une chose, moi, qui me dérange un peu, c'est que les illustrations qui ont été choisies, vous voyez, c'est des illustrations de Carl Larsson. Carl Larsson, c'est un illustrateur suédois, c'est un dessinateur, c'est un peintre, un aquarelliste, qui fait du très très beau travail. Hein. Il est extrêmement célèbre en Scandinavie, je pense dans beaucoup d'autres lieux. Mais le seul réel point commun entre Larsson et Lagerlöf, c'est qu'ils sont suédois et à peu près de la même époque. Mais sinon, les illustrations telles qu'elles sont là, elles tombent à plat avec les histoires qui sont racontées. Donc bon, il y aurait pu avoir un effort un peu plus important fait sur l'illustration pour qu'elle corresponde au texte, mais hormis ce défaut, c'est un chouette petit livre. Alors, je vais vous parler aussi, on va parler un petit peu de culture viking, puisque quand on parle Scandinavie, évidemment, on parle
tout de suite des Vikings, c'est eux qui nous viennent. C'est eux qui nous viennent à l'esprit. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur les Vikings. C'est un peuple qui... D'abord, c'est pas un peuple, justement, il faut préciser ça, c'est une frange particulière de la population scandinave. Les futurs Norvégiens et Danois, parce qu'à l'époque du phénomène viking, les nations scandinaves ne sont pas encore établies, elles vont s'établir aux environs de l'an 1000, et le phénomène viking on le fait commencer en 793. Il fallait une date, alors on en a trouvé une, l'incendie et le pillage d'un monastère en Angleterre, le monastère de Lindisfarne, qui a donné lieu à la première chronique écrite de moines anglais terrifiés par ces hommes du Nord. Mais en réalité, le commerce avec l'Angleterre se faisait depuis des décennies, voire peut-être même un siècle ou un siècle et demi avant cet événement. Mais on fait donc remonter, l'époque viking, c'est globalement 800 à 1050, 250 ans. Et vous voyez, l'an 1000, c'est l'époque de la constitution des royaumes scandinaves tels qu'on les connaît aujourd'hui, Danemark, Norvège, Suède. Et donc, c'est la toute fin du phénomène viking. Donc, les Vikings, à l'époque, ne représentent qu'une petite partie de la population scandinave. On les appelle Vikings quand ils sont danois ou norvégiens, et Vareg quand ils sont suédois. Les Varegs, ils vont aller à l'est, essentiellement. C'est eux qui vont fonder la Rus de Kiev, qui deviendra la Russie. Le premier tsar de Russie s'appelle Rurik, c'est un Vareg, c'est donc un Suédois, quoi. Et du côté des autres Scandinaves, des Danois et des Norvégiens, eh bien, ils vont partir en Angleterre, en France bien sûr, ça tout le monde le sait. Le duché de Normandie a été créé pour un Norvégien, Rollon, qui était natif de la ville d'Ålesund. Ils vont annexer l'Islande, annexer le Groenland, les îles Féroé, l'île de Man. Enfin, ça fait quand même vraiment beaucoup de très grands voyageurs, mais des voyageurs qui ne représentent qu'une petite partie de la population. Il faut être très riche pour pouvoir construire un bateau navigable. Il faut avoir en plus la richesse nécessaire pour le remplir de denrées à vendre, et il faut aussi pouvoir payer les marins qui vont être à bord. Donc c'est en général des gens importants socialement et économiquement qui organisent des expéditions qu'on appelle Vikinger. Vikinger, c'est aller de baie en baie, c'est ça que ça veut dire. Donc au départ, le viking, c'est celui-là. Vikinger, celui qui va de baie en baie. Et puis petit à petit, les bateaux étant des bateaux absolument formidables, et c'est les meilleurs bateaux de l'époque, c'est aussi très souvent comme ça. Les gens qui dominent le commerce dans une région du monde, c'est souvent parce que ce sont eux qui ont la meilleure logistique, les meilleurs outils. Et là, l'outil de la communication maritime, c'est le bateau évidemment, et à cette époque-là, les vikings ont le meilleur bateau. C'est un bateau à tir en plat, c'est un bateau qui peut aller à la fois en pleine mer, il épouse les vagues, il ne les casse pas. Il ne fallait pas avoir le mal de mer, bien sûr. Ensuite, il peut entrer dans des fleuves. Des fleuves, il peut entrer dans les rivières. Dans les rivières, il peut aller dans les ruisseaux. Quand on est à guet, on descend du bateau, on le fait rouler sur des rondins et on traverse jusqu'à ce qu'on retrouve de l'eau. Et on peut aller jusqu'au bout de micro ou mini petites rivières, petits cours d'eau tout petits. Donc on peut rentrer très profondément à l'intérieur des terres. Et quand on est au bout, si on ne peut pas faire demi-tour avec le bateau, bien, ils ont inventé le gouvernail amovible. Donc vous prenez le gouvernail qui était derrière, vous le mettez à l'autre bout et puis vous repartez dans l'autre sens. Et votre bateau, il est parfaitement opérationnel. Donc ce bateau va leur donner une grande puissance. Et donc l'histoire des Vikings, là aussi on pourrait en parler pendant fort longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'avais fait une petite vidéo dans laquelle je parlais de la mythologie, peut-être qu'un jour je la mettrai en ligne. Là, en l'occurrence, ce que je vais vous conseiller, c'est pour commencer peut-être ce petit bouquin de Régis Boyer, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un des grands spécialistes de la question. À travers ça, les Vikings, c'est tout simple comme titre. C'est une forme de synthèse de ses travaux sur 20-25 ans. Il avait la chaire de Scandinavie, de culture scandinave à la Sorbonne. C'est également un traducteur, un historien assez important. Et donc ce petit livre est un peu un résumé, une somme de son travail. Donc je trouve que c'est bien pour commencer parce que ça vous donne aussi toutes les pistes nécessaires pour ensuite continuer votre découverte de cette culture. On va trouver concernant la culture viking des textes qui sont superbes.
ce sont les sagas islandaises, donc elles n'y sont pas toutes dans cette pléiade. Il y en a quelques-unes, il y en a d'autres encore. On peut trouver en livre de poche des sagas à l'unité. Là, vous en avez une dizaine qui sont réunies, qui sont traduites par Boyer, celui dont je parlais à l'instant. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, ces textes, qu'il faut les remettre dans leur contexte. C'est des textes qui parlent de l'époque viking, donc par exemple les sagas des rois de Norvège, c'est les sagas des grands chefs des grands chefs norvégiens, des grands chefs de districts, de régions, des seigneurs locaux qui vont devenir des rois. Ça parle aussi des grandes familles exilées en Islande, et la personne qui a écrit ce texte, c'est Snorri Sturluson, qui était un lettré du XIIIe siècle. Et XIIIe siècle, on est très loin, on est 200 ans après le phénomène viking. Donc c'est quelqu'un qui écrit après le phénomène viking, 200 ans après. Il écrit ça depuis l'Islande qui est une colonie norvégienne, à l'époque du roi Harald à la belle chevelure, au IXe siècle en Norvège. Le système qui avait été établi était le suivant. Harald était un seigneur, comme tous les seigneurs locaux, qui avait décidé d'unifier le pays sous sa couronne. En gros, c'était à peu près le premier velléitaire pour faire de la Norvège un pays unifié. L'idée, ils ont été la choper en Europe. En Europe, avec les voyages, on découvre que bien souvent, un seul roi règne sur ces territoires, avec toute une hiérarchie autour de lui, et un seul dieu. Donc, un seigneur comme Harald à la belle chevelure va se convertir au catholicisme, donc au Dieu unique, il va quitter le paganisme, et à travers ça, il va transposer la notion d'un seul Dieu à un seul roi, et il va essayer d'inféoder les seigneurs autour de lui. C'est comme ça que ses successeurs feront aussi. Alors, il y a trois solutions quand c'est comme ça dans la loi de la Scandinavie ancienne. Soit vous êtes un seigneur, on vient vous demander de vous inféoder, soit vous dites oui, et tout se passe très bien pour celui qui vient vous agresser, vous devenez son féal, et il n'y a pas de combat. Soit vous dites non, vous vous battez avec lui, et c'est le sort des armes qui en décide. Mais il y a une troisième possibilité que le droit scandinave accordait à l'époque, c'est la possibilité de dire non, mais de ne pas se confronter. C'est-à-dire que je ne veux pas, moi, être ton féal, par contre, je n'ai pas les moyens de te combattre. Donc tu me dois, de par la loi, la possibilité d'organiser mon exil. Ça peut prendre du temps de faire un exil, parce que c'est des gens riches, donc il y a des fermes à démonter, il y a du bétail, il y a beaucoup de choses. Il y a tous les ateliers, la forge, les ateliers de tissage, etc. Tout ça, il faut l'amener avec soi pour partir. Et c'est dans ce cadre-là, de ces départs en exil, que l'Islande va être découverte. Et les Norvégiens, les seigneurs norvégiens exilés parce qu'ils ne peuvent pas combattre Harald à la belle chevelure, en Islande, vont décider de créer un système politique qui les protège de cette possibilité de mainmise d'un monarque. Et c'est pour ça qu'on aura, au IXe siècle, la toute première république d'Europe qui naîtra en Islande. Donc les descendants de ces vikings, c'est les gens comme justement ce Snorri Sturluson. Et ce Snorri Sturluson, donc pour créer une filiation et une généalogie, pour ne pas perdre l'histoire de son peuple, va écrire ces sagas islandaises. Mais c'est des sagas qui sont, donc le saga c'est l'histoire d'eux, c'est le récit de la vie d'eux, c'est ça que ça veut dire. Donc les sagas, elles sont très très à l'honneur des personnes dont elles parlent. Donc historiquement, c'est pas toujours des textes complètement fiables, mais c'est pas non plus des textes qui ne sont pas fiables. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il est difficile de démêler le vrai de l'exagération, etc. Et l'une des sagas, par exemple, les plus connues, et qui a donné, elle est très connue parce qu'elle a donné lieu à des répercussions dans le monde contemporain, c'est la saga d'Éric le Rouge. Moi, je vous conseille de commencer par celle-là si vous voulez commencer par une saga. Éric le Rouge, c'est pas le sang qui est rouge, c'est les cheveux, il était roux. Mais donc, dans cette saga d'Éric le Rouge, Éric le Rouge, donc, il est islandais, alors je vous le fais court, il va tuer quelqu'un, le meurtre est interdit par la loi. Alors c'est compliqué, parce qu'il y a des meurtres qui sont interdits par la loi, mais vous avez un devoir de vengeance. Donc ça aussi, le codex des lois scandinaves, c'est un truc, c'est un écheveau, une vraie pelote de laine. Et puis c'est des gens très procéduriers. Mais lui, il est exilé pour ce meurtre, et il est exilé 3 ans. Il est exilé 3 ans, il part avec
sa femme, avec toute sa métairie, et ils vont découvrir le Groenland, qui se trouve pas très loin de l'Islande, hein, c'est 3-4 jours de navigation, c'est pas énorme. Et à l'époque, le Groenland, il y a un petit peu des endroits où on peut cultiver. D'ailleurs, Groenland, c'est le nom que Éric le Rouge va donner à cette terre, hein, ça veut dire la terre verte. Ouais, ça, il va utiliser ce terme un peu pour des fins de propagande. Il y reste 3 ans, ils créent leur petite communauté sur place, et au bout de 3 ans, ils reviennent. Mais là, il recommet un autre meurtre, et il est condamné à un exil, cette fois définitif. Donc, la colonie du Groenland va devoir être définitive. Alors, lui, en Islande, avant de partir, il ne va pas faire comme la première fois, il va faire du lobbying, on dirait aujourd'hui, et il va tenter de convaincre le maximum de ses voisins de venir avec lui, en leur expliquant que l'herbe est tellement grasse là-bas que quand on traite les vaches, il en sort du beurre de leur pie. Il appellera Groenland la terre verte, hein, exprès pour ça, et on aura 27 navires qui vont partir avec lui. Sur ces 27 navires, il y en a un qui va être dérouté et qui va donc, dans sa dérive, apercevoir des côtes avec des arbres, donc une côte très forestière, très riche en végétation. Représentez-vous le contexte, hein. Les gars, ils partent d'Islande où il n'y a pas un arbre, vers le Groenland où il n'y en a pas non plus, et dans la dérive, ils voient d'immenses forêts, donc c'est intéressant. Mais ils doivent rentrer au Groenland, c'est leur objectif, donc ils ne s'arrêtent pas, et ils reviennent. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. Ils racontent ce qu'ils ont vu, et dans les gens qui les écoutent, il y a un gamin, le fils d'Éric le Rouge, qui s'appelle Leifr Eriksson, qui à l'époque a 10 ans, et 10 ans plus tard, il va se souvenir de ce récit, il va racheter le bateau de cet homme, et il va lui demander la route qu'il avait prise pour revenir de son errance. Il va refaire cette route, et il va découvrir ce qu'on appelle dans la saga une terre riche et fertile, qu'on appelle Vinland, la terre de la vigne. Voilà, donc ça c'est le récit. Et quand des historiens se sont penchés sur la question, en fait, ce Vinland, ça pourrait tout à fait être l'Amérique, le nord de l'Amérique. Ce qui paraît un peu dingue, quoi, de se dire que en l'an 1000, donc 500 ans avant Christophe Colomb, les Vikings auraient découvert l'Amérique. Mais ça va être un peu une espèce de serpent de mer, ce truc. On va en parler pendant des décennies et des décennies. Et dans les années 60, il y a un couple de Norvégiens qui va décider de partir à la recherche de cette colonie viking que Leif Erikson aurait installée pendant un court moment sur ce qui pourrait bien être l'Amérique. Et à force de recherche, on va découvrir effectivement un endroit sur la côte est du Labrador qui s'appelle Lance aux Meadows, où il y a incontestablement 2 fermes vikings. Incontestablement parce que les objets archéologiques qu'on a retrouvés là-bas ne peuvent pas venir d'ailleurs que de chez les vikings. Donc on sait qu'ils ont été là. On en a très vite déduit qu'ils étaient venus, ils s'étaient confrontés aux Indiens, ça n'avait pas fonctionné, ils étaient repartis. On a gardé cette hypothèse pendant très longtemps, et aujourd'hui, là, depuis 2-3 ans, elle est remise en question, cette hypothèse, parce qu'elle n'est pas dans les habitudes des vikings, c'est des gens qui avaient l'habitude de se mélanger. Et là, pourquoi ne se serait-il pas mélangé ? Donc, il y a une jeune archéologue danoise qui s'est dit, je vais aller fouiller un peu plus loin. Elle a remonté le Saint-Laurent, elle est allée voir, et elle a découvert un autre site qui prouve qu'ils ne sont pas repartis 2 ans après. Ils ont essaimé, en fait. Et on pense même qu'il y a eu des mélanges avec des tribus indiennes. Bref, ça, c'est toute une autre histoire. Mais du coup, pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette saga qu'on va trouver dans les sagas islandaises, eh bien, alors est-ce qu'elle est dedans, la saga d'Éric le Rouge ? Elle n'est pas dedans, donc il faudra que vous la trouviez en poche, celle-là, la saga d'Éric le Rouge. C'est bien, ça vous coûtera moins cher pour commencer, puis si vous aimez, vous pourrez prendre la Pléiade. En fait, dans cette saga, on nous donne une espèce de carte maritime, hein, pour nous dire, oui, les Vikings ont découvert l'Amérique. Mais on a pensé que Sturluson exagérait. Donc on n'a pas pris forcément au sérieux tout de suite cette hypothèse. Et puis d'autres fois, il va nous parler, par exemple, dans une autre saga, de Olaf Haraldsson, Saint Olaf, qu'il présente comme un roi chrétien merveilleux. En réalité, c'était une brute sanguinaire. Donc voilà, les sagas sont très intéressantes, mais il faut aussi historiquement les remettre dans leur contexte. Après, au-delà de l'histoire scandinave, il y a la mythologie scandinave, c'est-à-dire que la forme de la pensée des anciens Scandinaves. Et pour ça, vous avez l'Edda poétique et l'Edda, récit mythologique nordique, toujours écrit par ce même Snorri Sturluson qui a écrit les sagas islandaises. Hein, c'est le premier historien de la culture viking, et c'est un texte qui
qui met en scène le monde des dieux nordiques, Odin, Thor, Freya, Frigg, Freyr, et leur destin. Alors c'est peut-être un petit peu difficile d'accès, parce qu'à la base, ça a été écrit pour des gens qui étaient extrêmement familiers de ces récits. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait familier du récit global, parfois on peut être un peu perdu. Alors moi, je vous conseille, pour pallier à ça, vous commencez par lire Ragnarok, le crépuscule des dieux, récit mythologique, traduit par Michel Cadar, écrit par Willy Sørensen, qui est un professeur de philosophie danois, à l'Institut des études scandinaves de Strasbourg pour Michel Cadar, qui est là, et Sørensen, lui, donc, il enseigne la philosophie à Copenhague. Et alors, il a écrit ce merveilleux petit bouquin, qui est le récit de la mythologie nordique, en prose, extrêmement accessible, et en mettant en avant une lecture très humaine des dieux dans ce qu'ils ont de travers humains. Et ça, c'est quelque chose qui a été occulté pendant très longtemps. La mythologie nordique, quand on y pense, souvent la première image qu'on a, c'est quelque chose, les guerriers extrêmement forts, puissants, dominants, et c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. La mythologie nordique, c'est loin de n'être qu'une mythologie de combat, de guerre et de mort. C'est même une grande allégorie de la nécessité de la non-violence dans le monde. Et ça a été assez peu compris, ça l'est encore pas beaucoup. Vous voyez, quand on voit les avatars de la mythologie nordique dans la culture populaire, aujourd'hui, c'est les films comme les films de Marvel autour de Thor. On reste dans quelque chose de très testostérone, martial, etc. Or, on a deux familles de dieux, les Oz et les Van. Les Oz, c'est ces fameux dieux de la guerre et du pouvoir, mais l'autre famille, c'est les dieux de la fertilité et de la fécondité. Et il y a constamment débat entre ces deux familles sur comment faire fonctionner le monde. Est-ce qu'on le fait fonctionner de façon inclusive par la famille des dieux de la fertilité et de la fécondité, ou est-ce qu'on le fait fonctionner de façon exclusive et dominante par les dieux du pouvoir? Vous voyez, donc c'est des questions de société fondamentales, de vivre ensemble, qui se posaient déjà à l'époque. Donc vous pourrez découvrir ça à travers ces deux livres que je vous conseille, donc Les chez Gallimard et aux presses universitaires de Nancy, le Ragnarok. Ah oui, tout à l'heure, quand on a parlé des contes, évidemment, j'en ai oublié un dont je voulais quand même mentionner, même si tout le monde le connaît. C'est notre ami Hans Christian Andersen. Donc là encore, vous avez dans la pochothèque un volume qui fait, ça doit faire 20-30 euros, et vous avez absolument tous les contes et les histoires d'Andersen. C'est superbe. Il a commencé à les écrire en 1837, il a publié ses premiers contes. Donc voyez, on est bien dans cette période dont je vous parlais tout à l'heure, de ce qu'on appelle les national-romantismes, où les traditions populaires et folkloriques prennent le devant de la scène. Alors pourquoi je dis prennent le devant de la scène? Parce que nous, on ne voit plus les choses sous cet angle-là, mais avant ce 19e siècle, dans la culture classique littéraire, les récits, l'oralité n'avaient aucune place. C'était considéré comme des choses extrêmement secondaires, bêtes, sans intérêt et sans pensée. Le paysan était presque une sorte d'animal, vous voyez. Et c'est lors de ces mouvements de renaissance nationale qu'il a bien fallu aller chercher là où les dominants n'étaient pas allés, qu'on a été exhumer les folklores, et en fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande richesse. Ça a commencé avec les frères Grimm en 1806-7, comme je vous disais tout à l'heure, et puis ça s'est étendu sur tout le siècle. Tous ces foisonnements de contes populaires, imaginez, on ne les a qu'oralement, donc toute la culture bourgeoise et éduquée n'y a finalement pas tellement accès, et là on la découvre, et on découvre des choses qui sont souvent très intéressantes, et des personnages qui sont riches de symboles. Et
Andersen, il fera partie de cette génération qui va s'approprier, qui va absorber comme une éponge tous ces récits et qui va en ressortir ces fameux contes à lui, son écriture si personnelle. On ne peut pas parler de folklore le concernant, c'est vraiment une œuvre d'auteur, mais qui se nourrit énormément de ce folklore. Donc Andersen, les contes et les histoires bien sûr, et puis ce livre aussi que je trouve très intéressant qui s'appelle Le conte de ma vie, et c'est en fait une autobiographie d'Andersen dans laquelle il se raconte. Donc ça aussi, ça vaut la peine de le lire. On va maintenant passer à une autre partie de la Scandinavie que je ne voudrais pas occulter, même si la vidéo va peut-être être un peu longue du coup. C'est la Laponie. La Laponie, là j'ai sorti plusieurs livres. Les Lapons, donc leur vrai nom c'est Sami, et c'est bien d'apprendre à les appeler comme ça, S-A-M-I-S au pluriel. Sami, le pays c'est Sapmi, S-A-P-M-I. Ce sont les gens que l'on connaît sous le nom habituel et qui n'est plus habituel maintenant, de Lapon. Lapon, c'est un vieux mot suédois qui veut dire guenille, clochard. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose de très agréable à entendre quand on est soi-même un Sami. Donc dans la langue Sami, c'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes. Les Samis sont un peuple semi-nomade. C'est le dernier peuple autochtones semi-nomades d'Europe. Ce sont des gens qui sont là depuis, pour leurs ancêtres, on a des traces jusqu'à moins 6000, vous voyez. Donc il y a une préhistoire, elle est récente, hein, c'est pas Chauvet, c'est pas Lascaux, mais quand même, c'est très ancien. Et en gros, les Sams ont vécu sur une grande partie, on va dire un tiers du territoire scandinave, ça fait plus de 400 000 km², la Laponie, le pays Sapmi, et ils ont vécu là depuis la préhistoire, sans être dérangés jusqu'à l'époque viking, où ils vont rencontrer des premiers personnes du Sud, des sédentaires en fait qui viennent du sud faire du commerce avec leurs bateaux en vikinger comme ça, et puis à l'issue de ces premières visites là qui n'auront pas tellement de conséquences historiques, on va venir les coloniser à partir du XVIe siècle. Voilà. Et les XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles sont des siècles infernaux pour les Samis, et y compris le XXe. Ça c'est la destruction systématique, organisée de ce peuple par les puissances politiques scandinaves, suédoises, danoises, puis norvégiennes, n'a eu de cesse jusqu'en 1984. 1984, c'est la naissance du premier Parlement Sami, et qui a été obtenu de haute lutte. Donc, c'est un peuple minuscule, il y a à peine 120 000 personnes qui le composent, sur 15-16 millions de Scandinaves. C'est un tout petit peuple. Avec les Mayas, c'est le seul peuple au monde qui n'a jamais pris les armes contre un autre peuple. Il y a eu une révolte dans le village de Kautokeno, mais qui n'est pas une prise d'armes. C'est une réaction individuelle à une oppression particulière. Donc, ce n'est pas une guerre. Donc, globalement, ce peuple-là n'a jamais pris les armes contre d'autres peuples. Ce sont des gens très pacifiques. Et ce sont des gens qui ont subi une humiliation considérable de siècle en siècle. Il y a tout un processus qui serait très intéressant de développer, mais ce n'est pas le lieu, sur justement ce qu'est aujourd'hui la culture Sami, ce qu'il en reste et comment elle a survécu, par qui. C'est un petit peu ce que j'ai envie d'aborder légèrement avec ces auteurs. C'est vraiment une culture que je vous conseille de découvrir, ce sont des gens passionnants. Alors, il y a beaucoup de choses, moi j'en ai retenu quelques-unes. J'aime beaucoup ce texte de Andreas Laba, qui s'appelle Anta, Mémoire d'un Lapon, qui a été écrit en 1909, qui est traduit chez Terre Humaine, et qui est un magnifique récit. Alors, il l'a raconté, et il y avait un scribe qui l'écrivait. Voilà. Et Andreas Laba
raconte son enfance. Donc il est enfant en 1900, il est enfant dans la fin des années 1890, 80-90 dans le Grand Nord suédois. Les Samis, c'est un peuple semi-nomade. Donc une des particularités des peuples nomades, semi-nomades, c'est que c'est des gens, à l'inverse des sédentaires, qui créent à la base un certain nombre d'outils indispensables pour pouvoir vivre dans le monde naturel, dans la nature, et ensuite, ils n'en créent pas davantage parce que ça suffit. Le but de ces peuples, c'est pas de dominer et d'asservir la nature, donc ce qui nécessite une création d'outils de plus en plus élaborés pour avoir une domination de plus en plus grande, ce qui est le propre de nos sociétés sédentaires. Eux, c'est l'inverse, c'est qu'ils vont créer des outils minimalistes et à partir de là, l'intérêt de l'existence, c'est plutôt de se mettre soi dans une position d'harmonie avec l'environnement, pas dans une situation d'asservissement de l'environnement. Voilà, ça, c'est deux choses très différentes. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans un peuple qui n'a pas une culture de type extensif, les gens dont on parle en 1880, le mode de vie c'est le même qu'un siècle, 2 siècles, 3 siècles avant. Ça n'a pas changé, les outils sont les mêmes. Il y a très 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 peu de choses qui ont changé. Donc ce témoignage, c'est un témoignage très précieux sur ce qu'était la culture sami à l'époque du nomadisme. Et c'est raconté, moi j'adore, j'y trouve quelque chose de proustien dedans. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le récit, bien sûr, de ce que c'est que la vie dans la neige, dans le froid, etc. Mais c'est raconté par quelqu'un qui a le rythme de vie sami qui est complètement différent. Les samis ne fonctionnent pas avec l'heure, avec la montre, avec la pendule, ils fonctionnent sur une autre temporalité. Il y a ce qu'on appellerait, nous, une lenteur, mais qui est pas, ça n'a rien de péjoratif, c'est simplement un temps long. Et son récit, il est décrit dans le temps long, sans qu'il y ait d'aspérité, mais dans ce récit sans aspérité qui coule comme une rivière, vous avez des drames. Et ces drames-là, ils sont racontés comme on raconte un autre événement, sans plus s'y attarder, parce que c'est comme ça, et c'est la vie, et on ne peut pas s'arrêter. C'est une question de survie dans ce monde-là. On ne peut pas s'arrêter au drame. On doit l'encaisser, le digérer, continuer à vivre. Et tout ça, c'est très, très présent, très sensible dans ce récit, où on est au plus proche du quotidien de cet enfant. Donc ça, Mémoire d'un lapon, Anta, Mémoire d'un lapon par Andreas Laba, je le conseille très vivement. Créé en 1909. Après, un livre plus récent, beaucoup plus récent, écrit dans les années 60 par un Français, Roger Frison-Roche. Tout le monde connaît, plus la peine de le présenter. Et dans les années 60, il est allé passer un an, donc un hiver et un été, avec une famille sami dans le Grand Nord scandinave. Et il en a écrit 2 romans qui se lisent l'un à la suite de l'autre, Le Rapt et La Dernière Migration. Alors il faut bien les lire dans cet ordre-là, parce que des fois ils sont présentés en sens inverse. Si vous faites une recherche sur Frison-Roche, vous allez voir tome 1, La Dernière Migration, tome 2, Le Rapt. C'est une erreur, c'est l'inverse. Tome 1, Le Rapt, tome 2, La Dernière Migration. Le Rapt raconte le quotidien d'une famille sami en contact avec d'autres familles sami. Ça nous montre la complexité des rapports entre eux, parce que ils ne sont pas toujours copains, c'est compliqué, la vie ensemble, les familles, les clans ont des espaces, plus ou moins des territoires, on peut se voler des rênes, on peut avoir des vieilles rancunes qui se poursuivent de génération en génération, et malgré tout ça, il faut éviter de trop s'entretuer parce qu'on n'est pas trop nombreux. Voilà, il y a les questions de consanguinité qu'il faut éviter aussi, comment on fait toutes ces choses-là. Et au milieu de cette complexité sociétale, on a justement un rapt avec des animaux qui ont été volés, et c'est le sujet de ce premier roman qui va nous mettre en contact avec la famille des personnages qu'on va suivre aussi dans La Dernière Migration, qui est beaucoup plus politique, puisque La Dernière Migration aborde un sujet qu'on appelle l'ère de la honte dans la culture sami aujourd'hui, en Norvège. C'est le comportement des autorités norvégiennes dans l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Le Finnmark, donc c'est le dernier département du Grand Nord norvégien,
partie de la Laponie a été entièrement brûlée par les nazis dans leur fuite pour échapper à l'armée rouge. Donc il ne restait rien de cette région de la Laponie, et le gouvernement norvégien a décidé de reconstruire à l'issue de la guerre, et par la même occasion d'essayer de se débarrasser enfin de ces nomades en les sédentarisant. Et donc on leur a proposé de leur racheter leurs troupeaux et que ces gens deviennent finalement des fermiers de l'État. Sauf qu'on n'a pas expliqué à ces gens qui seraient plus nomades, on n'a pas expliqué à ces gens ce que c'était que l'argent. C'est un peuple qui vivait sans argent avant, c'est un peuple de troc, hein. L'argent, c'est venu très très tard. Donc les gens à qui on a racheté le troupeau, on leur a donné plein d'argent, ils ont fait des cadeaux, ils ont bu, ils ont picolé évidemment, puisqu'on on les attire bien sûr avec l'alcool. Et puis voilà, ils se sont retrouvés sans rien, et quand ils n'ont plus rien eu, ils sont allés rechercher leur reine, et là on leur a dit, non, vous les avez vendus, c'est comme ça. Enfin bref, une situation où ils se sont retrouvés complètement pieds et poings liés, et où très très peu d'entre eux avaient refusé ces offres. Donc il restait peu d'éleveurs samis, nomades, qui pouvaient continuer cette culture, parce que la culture sami, elle n'existe que à travers le nomadisme et l'élevage du renne. Et donc la dernière migration, c'est au sein de cette famille qu'on a rencontré dans le tome 1. La famille est divisée, une partie d'entre elles souhaite vendre le troupeau, c'est plutôt le père, la mère, ils sont fatigués, ils commencent à être vieux, on leur propose le confort, c'est pas rien, une maison plutôt que de dormir dans une tente. Et puis de l'autre, la fille, qui elle veut absolument garder sa liberté et refuse de vendre. Donc on décide qu'on va faire cette dernière migration. Alors la migration, c'est la migration annuelle qui amène les troupeaux de l'intérieur des terres, vers Karasjok, Kautokeino, jusque vers l'océan Atlantique et les régions d'Alta, du Cap Nord, d'Hammerfest, qui sont distantes de 200 à 250 km. Et cette migration d'été, c'est ces 250 km qu'ils font avec les troupeaux. Ensuite, ils restent tout l'été dans ces régions côtières. Et puis, ils reviennent à la fin de l'été vers les campements hivernaux. Et donc, voilà, on se donne le temps de cette migration pour choisir si l'on vend ou si l'on ne vend pas le troupeau. Et le livre est vraiment bien parce qu'il approche de façon très sensible et très juste toute la problématique d'acculturation de ce peuple. Ensuite, je vais vous proposer une série de 2 livres écrits par le même auteur, Ailo Gaup, parce que je pense que c'est quand même indispensable si on parle de Sami, qu'on leur laisse la parole plus qu'à d'autres. Donc Ailo Gaup, c'est un Norvégien, c'est un Sami, qui a été l'un des premiers présidents du Parlement Sami de Norvège, qui a été le premier Parlement Sami en 1984, qui est également écrivain, qui est également musicien et qui est également chaman. Donc là aussi, sur le chamanisme et le chamanisme contemporain pratiqué par les Lapons, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a absolument rien de folklorique. Il y a des gens qui font des recherches sur en fait, quelles sont les racines mentales, psychologiques et neurologiques qui sont en acte dans les actions que pratiquaient les chamans. Donc c'est une réflexion très sérieuse autour de ça, et donc Ailo Gaup est quelqu'un qui participe de cette réflexion. Il a écrit ces 2 romans qui sont vraiment très chouettes, qui se situent dans les années 80. Donc vous voyez, je vous parlais des années 60 juste avant. Dans les années 80, finalement, cette politique d'acculturation, elle a bien marché. Donc depuis entre 60 et 80, la jeunesse sami, elle n'est pas restée dans les territoires sami, elle n'a pas repris l'élevage de rennes, elle est descendue plutôt vers le sud, dans les grandes villes, elle s'est sédentarisée, et puis la plupart d'entre eux ont oublié leurs racines. Un élément important à savoir, c'est que les Samis dans ces années-là étaient considérés d'une façon extrêmement péjorative dans les pays nordiques. C'est un peu comme, vous voyez un peu l'image que les Roms ont en France. Les voleurs de poules, les gens sales, les gens pas éduqués, voilà, toutes ces choses-là, c'était ça, un Sami. Donc, les gamins qui étaient élevés loin de leur famille avaient honte de leurs racines et faisaient tout pour les oublier, quoi.
Alors ça a donné toute une génération un peu perturbée parce que c'est difficile de vivre avec des racines cachées. Et Ailo Gop, donc, il décide dans ce livre, Le tambour du chaman, de parler de cette question-là. Il est écrit dans les années 80 et c'est un jeune homme qui travaille à Oslo et qui a complètement oublié ses racines samis. Il y pense même plus, quoi. Et un jour, il reçoit une lettre lui indiquant que quelqu'un de sa parentèle éloignée dans le Grand Nord, justement dans le département du Finnmark, est mort et que dans l'héritage de la personne, il y a un truc qui lui revient, quoi. Et il faut qu'il monte là-haut le chercher. Alors, il s'en fout, il n'a pas envie d'y aller. Mais sa petite amie lui dit, écoute, on n'est jamais allé là-haut, ça serait l'occasion d'aller découvrir. Et ça, rien que ça, c'est un fait important, parce que beaucoup de Scandinaves, je vais prendre les Norvégiens, mais c'est pareil pour les Suédois et les Finlandais, en fait, connaissent pas les Samis. Moi, j'ai beaucoup des gens que je croise en Scandinavie ou des amis qui me disent, mais tu connais mieux que nous la culture Sami, parce qu'en fait, c'est un truc auquel on ne s'intéresse pas beaucoup. Il y a peu de gens qui y vont, c'est long, hein, la Norvège, ça fait 2000 km de long, et puis c'est un peu aride là-haut, donc les gens n'ont pas spécialement envie d'y aller, ils s'arrêtent au Lofoten. Lofoten, c'est très beau, mais au-dessus, on n'y va pas tant que ça, vous voyez. Et donc, justement, voilà, sa copine lui dit, on n'a qu'à y aller, puis ça nous fera découvrir. Alors, il accepte, ils y vont, et puis il arrive comme un gars des villes. Il est où le papier, que je le signe, on prend le truc et on se barre. Et puis, il tombe sur des gens, comme je vous disais tout à l'heure, la temporalité, c'est pas la même. Chez qui les choses sont beaucoup plus floues, beaucoup plus difficilement préhensibles, où il va être nécessaire à un moment de se poser un peu, et puis surtout d'entendre la parole de l'autre et d'accepter que cette parole de l'autre, tellement différente, vous amène, vous, à vous modifier. D'abord sur des choses infimes, hein, sur le temps à prendre pour boire un café, et puis après, petit à petit, sur des choses plus profondes. Et petit à petit, il va être amené à rencontrer ces gens, et puis à s'y intéresser. Et c'est au cours de cette initiation très humaine qu'il finira à la fin par obtenir ce dont il a hérité. Je ne vous dis pas ce dont il a hérité. En tout cas, c'est suffisamment important, ce dont il a hérité, pour qu'il décide de prolonger son séjour, et lui et sa compagne vont rester pour le deuxième tome, qui se nomme très poétiquement « Une nuit entre les jours ». Et évidemment, il s'agit de la nuit polaire, de l'hiver polaire qui dure 2 mois et demi, et cet hiver qu'ils vont tous les deux passer là-haut. Donc un joli roman, il s'agit vraiment d'un roman que je vous conseille. Je vous ai sorti aussi un petit bouquin, un petit roman aussi, là encore c'est un français, il s'appelle Pierre Marc. Alors le livre est beaucoup mieux que la couverture, hein, parce que c'est des éditions qui s'appellent Dorval Éditions, je trouve vraiment très très moche la couve, mais bon... on ne choisit pas, hein, souvent la couve. Les auteurs, ils n'ont pas tellement leur mot à dire. Le livre est plus intéressant que ne le laisse supposer la couve. Donc le sous-titre, c'est « En Laponie, un peuple se lève ». Déjà, le défi des rennes, je pense que ce n'est pas lui qui a trouvé le titre, mais bon. Donc « En Laponie, un peuple se lève ». Et en fait, c'est un roman historique assez court qui parle de cette période que j'ai évoquée il y a quelques minutes, 1981-1984, durant laquelle les Samis norvégiens vont se révolter et vont obtenir la création d'un parlement Sami. Donc à cette époque-là, donc on a subi l'après-guerre, on a subi toute cette période des années 60, de dépossession, des années 80, d'acculturation, et puis les Samis, ils n'ont jamais gagné. Ils ont toujours été écrasés, donc à chaque fois il faut partir plus loin ou il faut se taire. Et là, on est en 1980 et le gouvernement norvégien décide de créer un barrage sur la rivière Alta. Et ce barrage, il va noyer un ensemble de terres qui sont des terres de pâturage Sami, sur lesquelles il y a des lieux des anciennes croyances. Alors ils n'y croient plus, les Samis, ils sont protestants, ils sont vraiment très convertis. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais c'est plus du tout pratiqué le paganisme. Mais par contre, ça fait partie de leur histoire. Et ils n'ont pas envie qu'on leur noie une partie de leur patrimoine.
on va aussi noyer avec ce barrage un village entier. Alors oui, on va reloger les gens, mais on leur dit en gros, vous partez de chez vous, ça fait des générations que vous êtes là, vous partez. Et ben, les vieux, ben, ils sont comme ils ont toujours été, c'est-à-dire, ben, oui, il n'y a rien à faire quand les sédentaires prennent les colons, comme on les appelle, quand ils prennent des décisions, qu'est-ce que vous voulez faire autre que supplier? Et c'est les gamins de 20 ans, quelques-uns, une petite poignée qui va dire non, on ne veut pas ça, ce n'est pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ils vont s'enchaîner dans les rues d'Alta et ils vont descendre à Oslo devant le Parlement, ils vont monter des tentes, les quotas Sami, ils vont amener des rennes, ils vont venir avec les costumes. Et ces gens d'Oslo qui n'ont jamais vu, pour beaucoup d'entre eux, un Sami de leur vie, ils les rencontrent, ils discutent et ils se rendent compte que... on est quand même, là, en 1980, on est quand même dans une période où la social-démocratie, l'État-providence, c'est des concepts qui sont importants pour les Scandinaves. Et ils se rendent compte qu'il y a une partie de leur population qui est exclue de ça. Donc il y a un grand mouvement d'opinion en faveur des Samis qui se met en place et qui va aboutir à la création du Parlement, en contrepartie du fameux barrage, parce qu'ils ne réussiront pas à faire abandonner le barrage, mais en contrepartie, on crée un Parlement, on reconnaît la culture Sami, on reconnaît la langue Sami comme langue officielle, et ça c'est fondamental, et c'est à partir de là, donc sur cet ancrage, qu'en 1984, va s'appuyer toutes les générations qui vont arriver jusqu'à aujourd'hui, où on a une vraie culture Sami qui se défend, voilà, et qui a conscience d'elle-même, qui est fière d'elle-même, qui n'est plus du tout dans la honte, bien au contraire, et qui se bat, même si elle est encore très minoritaire, même si c'est très difficile, même si c'est David contre Goliath, mais tout de même, elle est là. Et ce petit roman, Le défi des rennes, en Laponie un peuple se lève, eh bien c'est un récit sur ces événements du barrage d'Alta et le soulèvement de cette jeune génération des années 80. Je terminerai concernant les Samis avec Nils Aslak Valkeapää, qui est un poète, qui est un musicien également. Et alors ce livre, je vais vous le montrer, édition Cénomane. Voilà. C'est le seul livre dans lequel vous trouverez de la poésie Sami traduite en français. Donc un livre très précieux. Il est assez difficilement trouvable, il vaut dans les 30 euros, 30-40 euros. Le mieux, si ça vous intéresse, alors c'est un très beau livre, vous voyez, moi je trouve, il y a évidemment des tableaux qui ont été faits par lui, des poèmes, divers autres textes. C'est vraiment une somme et ça vous permet d'entrer réellement dans la pensée poétique de ce peuple qui est profondément lié à la nature d'une manière très belle et métaphysique. Donc vraiment, c'est un livre important. C'est très, 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 très beau. Voilà. Le mieux pour vous le procurer, vous allez par exemple chez EB Books et puis vous faites une recherche dans livres rares. Vous leur mettez le titre « Migrante est ma demeure ». Voilà, je vous le mets à l'écran encore. Et puis, ben, tous les 2, 3, 4 mois, il y en a un qui apparaît. Et donc là, vous faites une demande d'alerte et on vous prévient. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. On m'a prévenu quand il y en a un qui a ressurgi sur le marché. Hop, je l'ai attrapé. Et maintenant, il est à la maison. Alors, je vais peut-être terminer. Alors bon, voilà, dans les classiques, il y en a un dont je n'ai pas encore parlé, donc je vais quand même dire 2 mots de lui, c'est Knut Hamsun. Knut Hamsun, ça vaut vraiment la peine. Là, Esclaves de l'amour, ce sont des nouvelles, et vous avez, pareil, hein, c'est la pochothèque également, pour une 30aine d'euros, vous avez tous les romans de Hamsun. Hamsun, c'est une très belle écriture, prix Nobel de littérature lui aussi, je crois en 1920, très controversé parce que vers la fin de sa vie, il avait quand même 83 ans à peu près à l'époque du nazisme. Le gars a défendu Hitler, c'est à peu près un des seuls Norvégiens à avoir défendu Hitler, c'est assez moche. Et du coup, il y a un peu le même genre de problème qu'avec Céline, si ce n'est qu'il y a toute une tendance aujourd'hui à dire qu'il était quand même assez sénile à ce moment-là, et que sénile et solitaire, et donc, bon, c'est à recontextualiser. Mais bon, le fait est quand même que c'est une épine
Ils n'ont pas beaucoup de prix Nobel, là ils en ont un, les Norvégiens, et il se trouve qu'il a collaboré avec les nazis. Mais si on met ça de côté, bien avant, hein, voilà, il a écrit de très très beaux romans sur la misère norvégienne, sur cette période en fait qui est aussi une période intéressante du 19e siècle et des 20-30 premières années du XXe siècle. La première et la deuxième révolution industrielle, c'est des moments où la Scandinavie était misérable. La Suède et la Norvège étaient des pays extrêmement pauvres. Il y a 1 million de Norvégiens et 1 million de Suédois qui ont émigré aux États-Unis. Il faut vous rendre compte que 1 million de Norvégiens, à l'époque, ça représente la moitié de la population. Il y avait 2 millions de Norvégiens en Norvège. Aujourd'hui, ils sont 5 millions. Mais vous voyez, il y a la moitié d'un pays qui se barre parce qu'il n'y a plus de quoi vivre. Et cette période de la première et de la deuxième révolution industrielle ont été des périodes où Suède et Norvège étaient des pays misérables dans lesquels on voyait énormément de vagabonds. Moi, vous avez peut-être eu l'occasion de lire, d'écouter sur la petite chaîne Quelque chose à vous lire, cette nouvelle Hans Petersen que j'ai écrite, qui raconte la vie d'un vagabond. J'avais beaucoup en arrière-plan à l'esprit ces récits des grands vagabonds du 19e et 20e siècle. Donc Hamsun, il a écrit sur ces gens-là. Le premier livre qu'il a écrit s'appelle Faim, F-A-I-M, hein, c'est littéralement quelqu'un qui est en train de crever de faim. Et un vagabond qui meurt de faim et qui parle à la première personne. Ça aussi, c'était un peu révolutionnaire à l'époque. C'est un roman à la première personne entièrement. C'est un monologue intérieur. C'est un entier monologue intérieur qui préfigure un peu Tandis que j'agonise de Faulkner et qui va le rendre d'ailleurs célèbre. Il y a un autre livre très beau qui s'appelle Vagabond, tout simplement, et qui se passe sur l'archipel des îles Lofoten, qui est suivi par un autre volume qui s'appelle Auguste le Marin. Donc, vous découvrirez à la fois un écrivain naturaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité à évoquer des paysages qui est très belle, et puis des récits qui sont très riches d'humanité. Donc Hamsun, c'est bien, c'est très bien écrit. Et je voudrais évoquer un dernier auteur, cette fois il sera suédois, et qui est lui aussi prix Nobel de littérature, lui cette fois beaucoup plus récemment, 1974. Il est né au tout début du XXe siècle, c'est Harry Martinson, voilà, qui a écrit La Société des Vagabonds. La Société des Vagabonds, c'est un très très beau roman. Harry Martinson, il est né dans un milieu très pauvre, son père est mort quand il était tout bébé. À 6 ans, sa mère l'a vendu. À l'époque, ces époques misérables, on vendait à des fermiers les enfants pour qu'ils les adoptent. C'était une adoption, mais qui s'appelait un achat. On n'adoptait pas un enfant pour être des joyeux parents qui élèvent un enfant. On élevait un enfant parce que c'était des bras de plus à la ferme, et puis il allait bosser. Et la tendresse, elle n'était pas franchement au rendez-vous. Et Martinson, il a eu vraiment une vie dure, et à 15 ans, il s'est barré. Et comme l'avait fait Hamsun. Hamsun, il a été élevé dans des conditions apocalyptique par une espèce d'oncle pasteur protestant rigoriste qui le réveillait au milieu de la nuit pour le taper en disant « Tu vois, l'enfer, c'est ça », même quand il n'avait rien fait. Et il est parti lui aussi à 15 ans de cette famille, comme Martinson, et c'est des gens qui ont passé une partie de leur vie à vagabonder, à être réellement ce dont ils parlent. Et Martinson, lui, il y a une revendication du vagabondage qui est celle, l'éthique des anges vagabonds qu'on va retrouver chez Kerouac. C'est-à-dire ce choix du vagabondage comme une éthique de la liberté et qu'il met en opposition à l'industrialisation du monde qui broie les hommes. Et le personnage de ce roman, c'est un petit artisan cigarier qui va être obligé de fermer boutique parce que l'industrie lui fait trop de concurrence et qui n'a d'autre choix que d'aller travailler à l'usine. Et il ne veut pas rentrer dans cette mécanique. Alors il prend la route, son baluchon, et il devient vagabond. Et donc c'est ce choix éthique et politique qui est décliné dans cette vie de vagabondage et de tous ces gens qu'il rencontre. Donc un très très beau livre. Voilà, Harry Martinson. La Société des Vagabonds. Bon voilà, il y aurait encore probablement beaucoup de choses à dire, mais on a quand même
pas mal parlé, je pense que la vidéo est assez longue et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des trucs intéressants, que vous aurez envie d'aller vous promener un petit peu dans tous ces livres et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.